Nos frères des pays du Sud ont plus que jamais besoin de notre aide et ils appellent Fidesco. En septembre, ce sont presque 30 nouvelles missions qui vont être ouvertes. Alors, merci Johan d'avoir accepté d'interviewer Frère Claude, avec ton regard à la fois de professionnel du développement et à la fois ton regard missionnaire. Ça fait un peu plus de 50 ans, 52 ans, vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez à Madagascar. Et il y a quelques jours, vous avez fêté vos 50 ans d'engagement comme frère consacré. Je suis parti à Madagascar donc il y a 52 ans avec le désir d'être le frère universel. J'ai beaucoup aimé lire et relire Charles de Foucault, les textes du Père Royaume sur le frère universel. Je pense que c'est ça. Je ne suis pas curé parce que j'ai toujours aimé être plus près des gens. Chez nous, surtout à Madagascar, le curé reste encore un personnage, reste encore un prince. Et j'ai toujours tenu à rester près des gens et à essayer d'être ce frère universel. Je me suis engagé pendant 35 ans dans l'animation de collèges. J'occupais la direction de 2 collèges successivement à Manadjar, à la côte, où il fait très chaud, et puis sur le haut plateau. Le collège, j'aimais bien apprendre à lire et à écrire, à faire passer le message du Christ à travers les leçons de catéchisme. Mais après 35 ans, je me suis dit, tu as fait un beau boulot, mais pourtant, je ne suis pas satisfait. Il y a plus pauvre encore, il y a cette idée profonde qui me taraude sans cesse, essayer de trouver où est le plus pauvre. Alors, je suis resté au collège jusqu'à l'âge de ma retraite. Je prenais ma retraite à 60 ans, mais j'avais formé le personnel malgache qui m'a remplacé dans les collèges. Alors, la vie de collège, je dis c'est bien, mais j'aurais aimé faire autre chose encore. Il y a plus pauvre que ça encore. Les plus pauvres, c'est ce que dit le Père Bolz qui m'a attrapé. Père Bolz, c'est un combattant du bon Dieu. Après 60 ans de Madagascar, de missionnaires chevronnés, hardis comme sont les Alsaciens, il a dit, mais j'ai perdu mon temps. Puis il est revenu un petit peu en arrière, c'est pas tout à fait ça. J'ai prêché, j'ai baptisé, je ne regrette pas, Je me suis battu contre les colons qui faisaient du mal aux Malgaches, j'ai créé des syndicats, j'ai même participé à l'encyclique Populorum Procrotio, mais ça ne suffit pas. Et il s'est plaint à l'âge de 88 ans à son neveu à Colmar et lui a dit, écoute Michel, j'ai perdu mon temps. Je suis malheureux après 60 ans de vie missionnaire que le pays est devenu plus pauvre. Il a dit comment? Mais la pauvreté, nous la touchons du doigt tous les jours. Mais s'il continue de l'autre côté à multiplier ses illettrés, on ne sortira jamais de la misère. Alors il a été persécuté par cette idée, il faut absolument que j'arrête de faire autre chose, il faut que maintenant que l'enfant aille à l'école. C'était son souci initial, il a duré toute sa vie jusqu'à 96 ans et il a dit il faut des écoles pour que Madagascar sorte de la pauvreté. Sans école, sans éducation fondamentale, il n'y a pas de progrès possible. Il faut attaquer la maladie de la pauvreté à sa racine, et la racine, c'est l'illettrisme. Alors son neveu lui dit, mais écoute, 88 ans, on n'est pas vieux, on n'est pas fichu, 88 ans. Écoute, prends ton bâton de pèlerin, tu montes à Paris, tu tapes à la porte de Madame Béton de Lègue, au ministère, je ne sais plus quel ministère que c'était, et tu vas lui demander des sous, Et bien, il est parti. Il y a 88 ans, il a fondé le Vojama, ça fait 20 ans maintenant. Si en Europe, l'enfant va à l'école, eh bien, chez moi, c'est l'école qui ira chez l'enfant. L'école ira chez l'enfant. Pourquoi? Parce que Madagascar est un pays immense, plus grand que la France, très dispersé, il y a un certain nombre d'écoles publiques, mais une fois que les distances sont trop grandes, ou qu'il y a des rivières ou des rizières à traverser, et que les pluies arrivent, l'enfant ne peut plus aller à l'école. Par conséquent, ce grand problème, la distance de l'école publique à la campagne où il n'y a pas accès pour l'école, Père Bolsi, je vais la résoudre chez moi, l'école ira chez l'enfant. Quand il y a un petit hameau quelque part qui demande
à ce jamais imposé qui demande, à travers le curé le plus souvent, nous, on aimerait avoir une école Vujama, eh bien le Vujama est prêt à intervenir. Nous avons cette année 725 petites écoles, 10 500 enfants. Nous l'appelons la monitrice, le plus souvent c'est une femme, vient du village. Elle n'a pas énormément de formation, elle n'a fait aucune école de pédagogie, elle a le niveau 3e, mais elle a déjà suivi 4 ou 5 sessions de formation pour comprendre un tout petit peu ce qu'elle doit enseigner, du préscolaire. Puis après, elle a droit à 12 journées de session, tous les mois une journée de session. Alors je pense qu'avec un personnel très simple, très dévoué, les enfants commencent à aimer l'école. Apprendre à lire et écrire à un enfant qui est malade, mais est-ce que c'est pas possible? Nous avons demandé à nos bailleurs de fonds à l'époque de nous aider à sauver les enfants qui sont malades. Il dit non, vous ne pouvez pas tout faire. Depuis 4-5 années, la situation est devenue tellement tragique que tout le monde est prêt à participer, à aider l'enfant malade à guérir. Là, nous avons le coopérant, un ancien coopérant qui est là, M. Giron, qui a lancé l'opération Santé de l'enfant chez nous. Ça, c'est un autre élément. L'enfant, lire et écrire, l'enfant aussi sa santé. L'enfant sur les 10 000 où il y a au moins 1000 à 1500 qui n'ont aucune pièce d'état civil. Ils sont comme un caillou dans la rivière et ils disparaîtraient comme un caillou. Ils n'auraient aucun accès à l'école. Alors qu'est-ce qu'on fait? Allez, on va aussi s'occuper de sa pièce d'état civil. Ce que nous cherchons à travers notre mission, mettre l'homme debout. J'aime bien répéter aux gens qui ne partagent pas ma foi, quand ils viennent dans mon bureau, je leur dis, nous partageons une même foi, la foi en l'homme, l'homme qu'il faut mettre debout. Puis, quand on est chrétien, on peut dire, oui, Saint Irénée, la gloire de l'homme, c'est l'homme debout, l'homme vivant. Alors ça, je pense qu'on essaie de faire passer ce message, l'homme vivant. Et rendre l'homme vivant, le malade qui marche, l'enfant sait lire et écrire. Voilà un petit peu notre motivation religieuse, essayer de redresser l'homme pour qu'il soit vivant, qu'il soit la gloire de notre Dieu. Quand on se promène un peu à Madagascar, on est frappé par la pauvreté, c'est indéniable, vous l'avez un peu décrite à travers votre mission, mais finalement, comment on fait pour garder l'espérance après 52 ans de présence sur ce territoire qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'enfonce progressivement? Bon, il faut d'abord se rendre compte des réalités, quoi. Quand on arrive comme ça dans le pays, essayer de ne pas rester dans nos bâtiments à nous, de faire de petites tournées en brousse, mais découvrir ce qui ne va pas, découvrir ce qu'il y a de quoi après nous doucher, quoi. Et une fois qu'on a découvert cette misère, il faut la porter, quoi. Cette misère, il faut la découvrir. Tous les matins, je dis à mes coopérants en français, parce qu'en alsacien, je parle avec la sœur, je dis, on n'est jamais rendu, quoi. Alors, un coopérant qui était très fin, très sensible, me disait, frère Claude, ne dites plus ça. On n'est jamais rendu. Dites au moins, on est en route, quoi. On est en route. J'ai essayé de dire qu'on est en route pendant 3-4 jours, mais après, j'ai dit, écoute, Pierre, on va revenir, on n'est jamais rendu, quoi. Alors, on n'est jamais rendu, oui. Là, il faut, j'aime aussi répéter ça, et Marie connaît mes expressions, il faut une patience géologique. Et cette patience géologique, il n'y a que le bon Dieu qui nous la donne, quoi. Je pense dans la prière au quotidien, Seigneur, on me met au pied du mur, et c'est lui qui nous donne cette patience pour durer. Pour durer, malgré les épreuves. Mes amis bretons m'ont dit, frère Claude, en cas de difficulté, n'oubliez pas qu'il faut couler debout. Il faut couler debout. Alors, voilà, cette patience, c'est le bon Dieu qui nous la donne. Et je pense que je n'étais jamais à bout de patience pendant 50 ans. On passait des moments difficiles, mais jamais le désespoir l'a emporté. Sinon, je serais rentré dans ma chère Alsace, quoi. Et l'expérience montre que quand le Seigneur vous donne la force, on est prêt à continuer le lendemain. Le père fondateur, le père Boyds, qui est mort à 96 ans, on a eu beaucoup de peine à lui arracher le coffre-fort. Alors je dis, moi je vais être prudent, le coffre-fort je le remets à la première occasion, c'est ce que j'ai fait au mois de novembre dernier. Et donc le frère malgache, et donc il gère les finances, mais nous avons un regard là-dessus, un regard
de 2 cabinets comptables, un regard d'un commissaire aux comptes de Béziers et un regard permanent et aussi efficace que ceux de l'expert comptable, qui est celui du coopérant Fidesco. Je pense que ça, c'est une... Et je pense qu'à l'avenir, je supplie depuis 15 ans à la Fidesco, écoutez, envoyez-nous un financier. Alors, peine perdue, c'est comme on cherchait un avion en réaction dans la brousse de Madagascar, quoi. Mais finalement, cette année, peut-être c'est exprès, parce que comme j'ai été invité à venir à Paris, mais cette année, on a trouvé un financier. Alors, je remercie la Fidesco, M. Marie Cossy et toute l'équipe, à nous trouver cette année un financier qui a travaillé, je crois, chez TF1, quoi. Oui. Voilà, donc, dans ce domaine-là, nous sommes aidés, oui. Oui. Donc, vous êtes confiant sur l'avenir? Confiant, on ne peut jamais mettre la main au feu, quoi. Si Madagascar ne progresse pas, c'est que le pays, c'est vrai, est pauvre, mais il est pauvre pourquoi? Il est pauvre non pas parce qu'il manque d'argent qui vient d'Europe. Le culturel, je crois, joue beaucoup, quoi. Chez nous, en Alsace, peut-être, comme nous disons dans la France de l'intérieur aussi, quoi, 1 et 1 font 2. Madagascar, 1 et 1 font 2, plus 3, 54 et 32, quoi. C'est pas tout à fait pareil, quoi. C'est une autre approche. L'art de vivre de Madagascar, c'est bien vivre ensemble. Ne pas compliquer la vie, laisser couler l'eau sur les ponts de la Seine, quoi. Alors ça, c'est l'art de vivre, mais avec ça, on n'arrive pas toujours à avancer bien vite, quoi. Alors, vous m'avez fait suite à une lettre que les évêques de Madagascar ont écrite à l'intention de tous les hommes de bonne volonté. Elle est quand même assez dramatique, j'allais dire. Oui. Elle révèle vraiment la profondeur du malaise de Madagascar, la responsabilité de l'Église aussi, dans ce malaise. Est-ce qu'il n'y a pas, dans ces pays de mission, un petit paradoxe quand même avec l'Église? C'est à la fois, vous l'avez dit tout à l'heure, le prêtre garde encore un statut social un peu particulier. C'est eux qui ont les beaux bâtiments, c'est eux qui ont les beaux 4x4. Voilà. Le pape nous invite à être pauvres au milieu des pauvres. Est-ce que vraiment on remplit cette mission? Ben, c'est toujours un peu, on est toujours un peu sur la corde tendue, quoi. Que faire? Travailler à la campagne, aller en bicyclette, aller à pied. Travailler à la campagne, il faudrait marcher des journées entières. Parce qu'il y a des tournées qu'au Vujama même nous faisons qui nous prennent 3 heures de 4x4. Alors quel choix faire? Les choix que nous avons fait, nous, au Vujama, par exemple, nous n'achetons plus que des occasions. Nous achetons nos véhicules ici en Espagne, on va sur le Bon Coin. C'est sur le Bon Coin que nous achetons nos véhicules. Quand c'est une façon de... Pareil, il y a des gens qui ne connaissent pas le Bon Coin, oui. Nous allons sur le Bon Coin, nous avons un ingénieur des arts et métiers qui vient chez nous 2-3 mois par an, et qui, dès qu'on a un problème de véhicule, il va sur le Bon Coin, il nous trouve un véhicule qui n'est pas rutilant. Ce qui nous frappe toujours, bien sûr, c'est qu'on a une apparence de riche, quoi. Nous veiller à garder la modestie là chaque fois que nous le pouvons, quoi. Ne pas acheter des voitures, des 4x4 rutilants, mais prendre tout ce qu'il y a de plus simple. Et puis, être disposé à aider celui qui a de la dèche. Je crois que ça, c'est un élément quand on dispose de richesses, savoir les partager, avec nos véhicules, par exemple, chercher le malade, avec nos véhicules visiter les brousses qu'on n'a jamais visitées encore. Je pense que c'est l'approche que nous avons, mais ça reste toujours un problème permanent parce que nous nous sentons mal à l'aise. Ce que je dis souvent au Vujama, aux gens qui entourent Vujama, dans quelques 8000 familles, vous ne dites pas que Vujama est riche parce qu'il a 40 motos, il a une dizaine de 4x4, mais je sens que c'est une autre richesse que vous sentez, et ça c'est la confiance que nous disent les gens. Vous êtes là où nous sommes depuis maintenant 20 ans, au quotidien par votre monitrice. Vous êtes là tous les mois aux réunions de formation de notre personnel enseignant. Vous êtes là pour donner le salaire à 600 familles tous les mois. Eh bien, c'est ce capital de confiance. C'est ça la richesse de Vujama, la capitale de confiance. Une fois que
cette confiance et ça, nous pouvons aller dans les 700 villages, on ne dit aux gens, on fait partie de la famille. Et là, un travail de développement peut se faire. Et je pense que là aussi s'installe l'amour que le Christ nous demande. Alors justement, peut-être on a autour de nous des gens qui sont partis avec Fidesco, d'autres peut-être qui partiront un jour. Comment vous voyez la place de ces jeunes qui viennent pour 2 ans? Qu'est-ce qu'on peut faire en 2 ans? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors j'ai bien compris les finances, ça d'accord. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on peut faire en 2 ans? Qu'est-ce qui peut être l'intérêt pour vous, pour le peuple malgache? Le fait de voir le coopérant encore prier, encore avoir des enfants, je crois que c'est un signe, un grand signe d'encouragement pour le malgache. Et pour moi, personnellement, travailler avec un coopérant de la Fidesco, je pense qu'on a, à travers la foi, une proximité qu'on n'a pas avec n'importe qui. Je pense que c'est avec eux que je peux partager ce que je n'arrive pas à partager avec les malgaches. Et là, le coopérant a sa place, quoi. Il est là comme témoin, mais il est aussi là comme collègue de travail sur une même mission. Non pas sur un même travail, mais sur une même mission. Voilà un peu comment je vois cette situation et le désir que nous avons. Et Misériorde, il faut que ça continue 25 ans encore après le Frère Claude. Moi, après le Frère Claude, il faut encore 25 ans de Fidesco. Monsieur Giron, qui est là, s'est occupé de mettre en route le système informatique. Dans la maison où je suis, nous avons 60 cadres et nous avons quelques 35 ordinateurs en réseau. Alors, à quoi servent ces ordinateurs? Bien sûr, à la gestion. Monsieur Claire a mis au point, il y a 16 ans, un programme qui est toujours utilisé au quotidien. Vous voyez, toute la gestion administrative s'est faite à travers le programme d'Émeric. Je lui raconte toujours qu'il a passé 1 année, 2 années à mettre ce programme au point. Il est tellement compliqué pour nous que personne ne peut plus en mettre dedans. Et personne n'ose plus toucher. Je l'ai admiré au quotidien. Il est toujours installé bien à sa table. Il travaille pendant 2 ans acharné à ce que ce programme soit fait. Il nous sert actuellement encore au quotidien. Je lui rappelle aussi que dans le couloir de notre centre, il a laissé un creuset par terre avec son café au quotidien. Oui. C'est le souvenir que j'ai encore de cela. Oui. Mais c'est un excellent programme qu'il nous a fait. On peut confier à beaucoup de personnes une tâche de direction de l'ONG de 600 personnes, quoi. Mais l'âme doit être là, ce dévouement au quotidien des plus pauvres. Je crois que c'est sans doute mon plus grand bonheur et je partirai à la retraite, si le bon Dieu le demande un jour, quoi, je partirai à la retraite heureux parce que ce travail qu'on fait auprès du peuple malgache, ce signe de présence du Christ auprès du pauvre, je crois ça c'est le plus important pour nous. Encore une fois, merci à vous tous pour votre présence ce soir. Merci parce que ensemble, voilà, c'est vraiment l'esprit qu'on veut donner à Fidesco, un esprit de famille. Tous ensemble, cette aventure missionnaire est possible. Et voilà, alors pour vous quitter, je voudrais utiliser une expression non pas malgache, mais une expression camerounaise, puisque Bertrand ne contredira pas, je crois, pour se dire au revoir, on dit on est ensemble. Voilà, donc merci à vous tous, et puis on est ensemble. Un grand merci à tout le monde. Merci à Juan, à la radio. Merci.